Euh, Nous allons demander, donc alors Hervé Tomaso, nous t'apercevons. On est un peu désolé du décalage d'horaire, mais ça n'en, ça sera pas moins intéressant. Donc nous te donnons la parole sur un sujet qui est comment maintenir l'excellence chirurgicale en CHU. Bon, tu es PUPH, tu as été 30 ans, enfin depuis plusieurs dizaines d'années aux responsabilités au CHU de Rennes en chirurgie orthopédique. Et donc, tu as la parole. Oui, bonjour. Merci de me confirmer que vous m'entendez. Oui. Très bien. Oui, alors merci. Madame la Présidente, bonjour in extremis. Merci Hubert. Bonjour à tout le monde. Effectivement, j'ai entendu beaucoup de choses et c'est toujours bien de passer le dernier ou dans les derniers, parce que il y a des choses avec lesquelles je suis quand même globalement d'accord et je vais peut-être insister sur ces points-là. Puis des désaccords, on n'insistera pas trop. Euh, Tu m'as demandé de parler d'un sujet qui est très précis, hein, parce que là, on a parlé beaucoup de santé en général, et avec Anna, ça a été particulièrement net. Là, tu m'as précisément demandé de parler des CHU, et deuxièmement, de maintenir que tu as appelé l'excellence chirurgicale. Peut-on maintenir l'excellence chirurgicale des CHU? Donc, ce que je voudrais vous donner, c'est une expérience de terrain, un retour de terrain qui est effectivement celui d'un CHU, j'allais dire archétypal de province, d'un bassin de population Rennes de 300 ou 400 000 habitants, un département d'1 ou 2 millions, une région de 2-3 millions, basé sur l'expérience de non pas 30, mais 45 ans maintenant, puisque si je compte depuis mon démarrage comme PH, ça va faire 45, puisque je suis maintenant en fin de carrière, contrairement à Anna, toujours en cumul emploi-retraite au CHU et mérite à la faculté, dans une spécialité au sein de la discipline. L'orthopédie, c'est la troisième plus grosse en termes d'effectifs, mais c'est la plus productrice en termes d'actes remboursés par la sécurité sociale, sauf erreur. Et elle a la particularité d'être ubiquitaire. C'est-à-dire les orthopédistes, il y en a partout et vous avez toutes les chances du monde, vous tous, de passer entre les mains un jour ou l'autre d'un orthopédiste traumatologue. Alors, comment maintenir l'excellence chirurgicale? La question, elle est en fait très intéressante, évidemment. Elle me pose, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que tu as voulu dire ou qu'est-ce que l'Académie me demande quand elle parle d'excellence chirurgicale? Le mot a été utilisé 2 ou 3 fois et a été effectivement plusieurs fois collé à l'hospitalo-universitaire. Euh, Moi, aujourd'hui, ma vision, je vais commencer par ça, je n'avais pas prévu de dire ça, mais un excellent médecin généraliste qui examine systématiquement tous ses patients en les déshabillant, c'est de l'excellence médicale. Voilà. Et aucune intelligence artificielle ne remplacera ça. Donc le mot excellence, il faut le prendre avec des valeurs relatives, hein. Alors je sais bien ce qu'on entend par excellence chirurgicale. Euh, on entend tout d'abord la chirurgie française globalement, est une chirurgie excellente au niveau mondial. Une des questions pourrait être de se demander, est-ce qu'elle est capable aujourd'hui de maintenir ce niveau d'excellence quand on va dans les congrès tous à droite et à gauche pour faire des présentations? Je ne m'étendrai pas sur ce sujet parce qu'en réalité, il ne dépend pas directement de l'organisation de soins dont a beaucoup parlé M. Brizard et dont on va encore parler. Il dépend de facteurs extérieurs finalement à notre organisation de soins. Je dirais que peut-on maintenir l'excellence chirurgicale française, son rayonnement? J'aurais tendance à dire oui, mais, vous l'avez déjà évoqué, il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué, c'est la faiblesse qui s'aggrave de la recherche fondamentale en France. Le défaut de financement en recherche fondamentale fait que nous, chirurgiens, qui sommes des chercheurs cliniciens, mais pas des fondamentalistes, on a toujours, pratiquement toujours besoin de s'appuyer sur les fondamentalistes. Donc les CHU, pour répondre à Anna quand même malgré tout, parce que c'est l'université de la recherche en soins, bah, c'est l'université médicale, ce sont les facultés de médecine, et donc les CHU depuis 1958, c'est comme ça, c'est mécanique. Je dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça. Donc une faiblesse de recherche fondamentale, et puis vous avez évoqué ça aussi, et pour nous en orthopédie, c'est sans doute vrai aussi pour vous, l'innovation technique et technologique dont nous dépendons, aujourd'hui elle est américaine, vous le savez bien. Aujourd'hui, toutes nos prothèses en genou, tout ce que vous voulez, tout est américain. Je pense que vos robots sont américains, etc., etc. Et qu'on a totalement perdu. J'ai vécu ça, moi, dans ma carrière. J'ai été innovant. J'ai participé à la création de prothèses.
Aujourd'hui, on n'est plus que des poseurs de prothèses. Tout nous est imposé par l'extérieur. Donc le rayonnement, l'excellence par le rayonnement, c'est oui, sans doute, on va y arriver, mais ça va être compliqué. Ce qui m'intéresse encore plus aujourd'hui, c'est effectivement la deuxième excellence. Ce que j'entends par la deuxième excellence, c'est finalement la mission que nous avaient donnée les ordonnances de 1958, c'est-à-dire le trépied, soins, enseignement, recherche. Et pour moi, l'excellence, c'est quand vous avez un CHU et des services d'un CHU qui sont capables de réaliser effectivement les triples missions. La triple mission, pas forcément à un haut niveau international, mais la remplir complètement. Je soigne très bien, à un haut niveau de qualité, j'enseigne très bien, je suis choisi par les internes à l'ECN, et je fais de la recherche, et je sors 4, 5, 10 articles par an de niveau international avec comité de lecture. Et ça, est-ce qu'on va pouvoir maintenir ce niveau-là, qui a été un niveau très correct en France pendant longtemps? Ben là, ma réponse, sans être défaitiste ou pessimiste, c'est pas ma nature. Je suis très inquiet, je dirais plutôt non. C'est-à-dire que si on ne fait pas en grande partie ce qui a été évoqué, notamment par M. Brizard, je ne suis pas d'accord sur tout, mais je suis quand même d'accord sur beaucoup. Si on continue comme ça, on va avoir beaucoup de mal. On va avoir beaucoup de mal parce que les CHU, puisque tu me demandes de parler des CHU, ils sont effectivement en chirurgie aujourd'hui en difficulté. Tous nos collègues sont en difficulté pour réussir à arriver à bout dans l'excellence des trois missions. Alors certains services y arrivent. C'est une petite particularité, une originalité qu'il faut aussi signaler. C'est de mon expérience, c'est que l'axe PLM Paris-Lyon-Marseille, quand il y a plusieurs CHU dans une ville, il y a plus de services et il y a des services qui peuvent éventuellement individuels, qui peuvent avoir une pratique extrêmement ciblée sur de la cancérologie, par exemple, ou sur, pour nous, des prothèses. On ne fait que des prothèses de hanche et de genoux. Ces services-là, ils arrivent à avoir un haut niveau de soins, un haut niveau de publication et un haut niveau d'enseignement, quoique là, ils font surtout du troisième cycle et pas tellement du deuxième cycle. Mais c'est très particulier, ce n'est pas la règle générale des CHU de France que je représente aujourd'hui. Il y en a 32 en tout, et disons que les 25 autres, par exemple, dont je fais partie, on n'y arrive plus aujourd'hui. On n'y arrive plus parce que dans la ville, il y a un seul CHU qui va tout faire, c'est-à-dire les trois missions. Et chaque service va être obligé de remplir les trois missions qu'il a à remplir, c'est-à-dire le soin, l'enseignement et la recherche. C'est pas un scoop, hein. C'est-à-dire c'est cette dualité fondamentale entre le fait que les CHU doivent concilier une logique de soins de masse qui leur arrive comme elle leur est jamais arrivé. Et là, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Anna et on pourrait en discuter, pas pour des raisons de T2A. Quand on est chef de service et que de chirurgie et que le matin on a un accident vasculaire cérébral, deux épilepsies dans son service et qu'on ne peut pas hospitaliser des patients, ça c'est pas de la T2A, hein. On ne produit pas d'actes, je suis désolé. Ce sont des patients qui vont coûter de l'argent à l'hôpital, surtout qu'en plus on ne sait pas où on va les mettre et qui sont dans des lits de chirurgie qui coûtent très cher. Donc la T2A, non, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Et on doit concilier cette logique de soins de masse avec une logique d'excellence universitaire, académique. Ça, aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Le témoignage, je vais très vite, hein. Vous savez bien qu'il y a des collègues PUPH qui démissionnent, soit ils partent, soit ils démissionnent de leur fonction. C'est justement d'actualité chez nous. On a un chef de service de chirurgie, je ne vais pas dire laquelle, à Rennes, qui a démissionné de sa fonction de chef de service cette semaine, tellement il est épuisé par sa tâche et qu'il n'y arrive plus. On n'arrive pas à retenir les jeunes dans les carrières universitaires, mais même pas comme praticien hospitalier. On va en reparler tout à l'heure. Donc, on voit bien qu'il y a des témoignages que les CHU sont en difficulté. Alors, les causes, et qui vont peut-être générer des pistes de solutions, et là, je vais rejoindre le discours en partie de ce que j'ai entendu. La surcharge de soins, c'est un des problèmes principaux, c'est peut-être le principal, mais la solution, elle est clairement dans une décharge que pourrait des CHU, que pourrait apporter une meilleure organisation du soin de territoire. C'est-à-dire que j'aime souvent à dire qu'une excellente ou une excellence de médecine générale, c'est l'avenir des CHU. C'est-à-dire que n'arrive plus dans les services d'urgence en amont ou qu'on puisse avoir en aval une excellence de médecine générale, ça aiderait beaucoup les CHU. Donc effectivement, c'est notre intérêt aussi
qu'il y ait encore et encore, qu'il y ait plus d'étudiants qui se dirigent vers la médecine générale. C'est un sujet que je ne peux pas aborder aujourd'hui, mais vous savez, et Anna le sait très bien, qu'aujourd'hui, le choix privilégié au classement, c'est pas la médecine générale. Et ça, c'est une anomalie, parce que la médecine générale nous protège, nous les centres hospitaliers. Quand elle est bien faite, et si elle peut être faite de mieux en mieux, ça protège les centres hospitaliers qui peuvent consacrer de l'argent à autre chose, contrairement à ce qui a été dit, je pense. Donc la territorialisation de la gestion de la médecine, moi je suis complètement d'accord avec ça. Plus la santé de territoire et le soin surtout de territoire est organisé, mieux c'est pour les CHU pour protéger leur mission d'excellence, comme tu l'as dit. L'augmentation des effectifs, bien sûr, il faut. En matière d'universitaire, ça bouge pas. C'est-à-dire depuis des années, ça monte pas, alors que le nombre d'étudiants hospitaliers augmente. Il n'y a pas d'enseignants en face. Les PUPH, on est toujours dans nos masses spécialités, on est moins de 100 et ça monte pas. Donc là, il faudrait augmenter et puis augmenter aussi et peut-être trouver un statut particulier pour les PH qui font du compagnonnage chirurgical, par exemple. Le financement des CHU, ça me dépasse complètement. Loi d'orientation et de programmation sanitaire, ça doit être inscrit dedans. Et je voudrais finir pour insister sur ce qui finalement est le plus inquiétant et qui pénalise le plus les collègues et qui me fait avoir des doutes sur l'avenir, c'est la gouvernance, hein. Ça a été très bien dit. Les mots qui ont été utilisés, je les partage, la démonétisation des responsables. J'ai été chef de service. Effectivement, je confirme, responsable de structure interne. Ça fait drôle quand vous devenez tout à coup responsable de structure interne. Vous avez l'impression que vous allez achalander un rayon de je sais pas quoi là. C'est incroyable que ça se soit passé comme ça. Il faut réinventer. Faut réinventer les délégations. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez, c'est vous qui savez avec votre équipe paramédicale, avec les médecins, c'est vous et vos collègues, vous savez ce qu'il faut faire aussi bien dans le CHU que dans votre groupement hospitalier de territoire. Vous savez qu'il y a des hôpitaux où on ne peut pas maintenir la chirurgie raisonnablement. Et pourtant, on ne vous écoute pas, même si on vous a dit que vous étiez responsable de l'organisation du GHC en chirurgie, ce qui a été mon cas pour l'île-et-Vilaine. Et puis, il faut remédicaliser la gouvernance des hôpitaux. Dans la refonte des hôpitaux, c'est la mesure, mais numéro un. C'est à partir de ce moment-là que ça va marcher mieux. La loi HPST, pour ça, a été un grand tournant, comme a pu l'être l'arrêt de l'obligation de la permanence de soins pour la médecine en général. Mais un directeur, seul capitaine dans un hôpital, c'est quelque chose qui n'a pas de sens en réalité. Il faut remédicaliser la gouvernance des hôpitaux. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de convergences en santé. Tout ce qu'a dit M. Brizard, je suis à peu près d'accord sur tout. On voit, c'est assez intéressant de voir que les gens utilisent des mots différents pour désigner finalement des choses qui se ressemblent beaucoup. J'ai reconnu à travers je ne me souviens plus exactement le terme que vous utilisez, M. Brizard, mais le comité interhospitalier parle, lui, de services de santé d'intérêt général territorialisé. On utilise des mots comme ça, mais finalement, on retrouve derrière les mêmes échelles et les mêmes gouvernances que l'on souhaite restaurer. C'est ça qui me donne de l'espoir, parce qu'en repartant du territoire et dans une vision globale, les CHU vont reprendre de l'oxygène, et c'est sur cet oxygène-là qu'on pourra appuyer l'excellence de la chirurgie. Voilà le message que je voulais vous passer, sans diapositive. Merci Hervé Tomaso. Bon, je vois votre intervention et celle d'avant. Moi, ce qui est toujours, non pas rassurant, mais c'est qu'on voit qu'on converge. Toujours, il y a eu beaucoup de souhaits exprimés par les jeunes médecins. Et moi, je regarde si est-ce qu'on répond à ces souhaits-là. Et à 95% oui. Et vous voyez qu'on trouve des convergences. En effet, en partant, ce que disait, c'est le discours de la méthode de Descartes, hein, évidemment, en partant de points différents, mais on voit bien qu'on converge. Parce que si on regarde sérieusement l'évolution de ce système et si on ne veut pas basculer vers un autre modèle inadapté à notre pays, on converge toujours vers le même carrefour. C'est pour ça que ce qui reste à faire, c'est à convaincre la société et ceux qui la dirigent de faire cette réforme. Moi, j'ai une petite question pour vous, Hervé, si vous en avez le temps. C'est concernant les PUPH. Est-ce que vous pensez que ce statut-là, notamment avec la trivalence, enfin, pas le statut, mais en tout cas la trivalence du PUPH, qui est quand même aujourd'hui, de ce que j'entends,
quelque chose de quasi impossible à réaliser, d'être à la fois performant et d'avoir le temps sur le soin, sur l'enseignement et sur la recherche. Ça semble être mission impossible dans la médecine d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes favorable à une évolution de ce statut-là, ou est-ce que vous pensez que le statut type 58 doit perdurer? Alors, il y a un obstacle fondamental, c'est qu'il est très difficile de faire de la recherche clinique de soins sans avoir une légitimité de soins. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas soignant, c'est difficile après de parler de la recherche clinique que vous avez fait en soins. Mais sur le fond, je pense que oui, oui et oui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revisiter les statuts hospitaliers des CHU, le statut des PIPH, mais aussi le statut des praticiens hospitaliers en CHU, qui ne font pas tout à fait le même métier, qui pourraient avoir des progressions de carrière un peu différentes. Oui, oui, je pense que 40 ans se sont passés depuis beaucoup plus que ça même, depuis 58. Et aujourd'hui, il faudrait revisiter nos statuts, puisque l'on fait le constat qu'ils ne sont plus attractifs, encore une fois, dans notre discipline, la chirurgie, ils sont peu attractifs. Ils ont eu une aura, mais qu'ils n'ont plus aujourd'hui, hein. Et il faut les revisiter. Oui, oui, je partage complètement. Ce qui est frappant quand même dans le CHU, et c'est peut-être le cas à l'hôpital public de façon générale, c'est le maillon faible. C'est-à-dire que on voit des gens qui se démènent, hein, qui sont passionnés par leur métier, qui travaillent énormément, mais il y a un maillon faible, et ce maillon faible, il empêchera tout le monde de travailler. Et on ne voit pas ça dans le privé, hein. Le maillon faible, il reste pas. Alors qu'en public, il reste. Et c'est vraisemblablement une des causes de désaffection de l'hôpital public, ou en tout cas, ça peut expliquer certaines disponibilités. D'ailleurs, certains jeunes PUPH ne s'en cachent pas, hein, en disant, mais moi, j'ai pas les moyens de travailler. Voilà. Alors, ils n'ont pas, peut-être pas la vocation comme d'autres, mais c'est un constat. Je veux dire, moi, j'ai vu ça pendant 20 ans. Bon, moi, j'avais un statut de PH temps partiel, et ça pose d'ailleurs la question du statut de PH. C'est-à-dire que euh, vous êtes, vous avez un statut de fonctionnaire, et bah, quand on a un maillon faible, on le garde, hein. Et tout le monde en paie le prix. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire exactement par maillon faible. Tu remets en cause le statut de praticien hospitalier, qui n'est d'ailleurs pas un fonctionnaire, hein, c'est un salarié de la fonction publique hospitalière. Non, non, c'est Euh, l'élimination des mauvais éléments, des éléments qui ne sont pas ah, performants. Ça peut être un PH, ça peut être un brancardier, ça peut être un laborantin, enfin voilà. Et du coup, Un chef de service, alors là, j'aurais peut-être une par exemple. vision. Oui, oui, bien sûr, on peut toujours. Hélas, Rennes a eu ce cas-là récemment. En même temps, ce sont des structures publiques qui ont aussi, il faut le reconnaître, des obligations de performance qui sont peut-être pas celles des structures à but lucratif. C'est très marrant, très intéressant que tu me dises ça, parce qu'hier, j'ai discuté avec une déléguée syndicale du CHU de Rennes, et que sur 5000 salariés, je crois, à Rennes, il y a 300 personnes qui sont en statut de difficulté professionnelle, de lombalgique, de dépression, etc. Mais en même temps, ils ont des emplois, tu vois, c'est-à-dire que on peut pas avoir, je sais pas, là je pars un peu avec mon cœur, la cruauté de les licencier. C'est vrai qu'ils ralentissent le système. Il faut bien avoir aussi des structures qui acceptent de les employer et qu'on peut pas être dans la performance absolue. Je sais pas si je réponds à ta question. C'est beaucoup moins vrai pour le niveau médical. Enfin, globalement, moi je suis admiratif de tous les collègues praticiens hospitaliers ou professeurs hospitaliers, parce que ils travaillent tous beaucoup, 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 hein. Et on a vu qu'au moment de la Covid, ça a bien résisté. Le bateau n'a pas coulé et les paramédicaux n'ont pas coulé non plus, hein. alors une question de Denis Vincent, tu as un micro? Merci. Oui, enfin, c'est une remarque concernant votre réponse sur le statut de PUPH. Je suis PUPH de médecine interne et je remercie l'Académie de m'avoir élu comme membre libre. Mais je veux dire que les trois missions
pour un médecin, c'est peut-être plus facile à faire dans la mesure où l'enseignement se fait au lit du patient, lors de la consultation, la recherche clinique et même fondamentale se fait en contractualisation. Il y a des éléments qui sont fondamentaux. Moi, j'étais PH à la Paix, puis après j'ai été nommé PUPH à Montpellier-Nîmes. Et la densité du personnel médical dans les CHU de province, en dehors de l'axe PLM, dont vous parliez très justement, est complètement différente. Ce qui fait que les collègues parisiens, je suis attaché à la Pitié où les gens sont très bien, le problème n'est pas là, mais il y a un nombre extrêmement, enfin il y a un nombre de médecins extrêmement important, et donc le nombre de publications est extrêmement est à la hauteur, et évaluer les CHU de province hors axe PLM avec les critères d'évaluation des grands CHU est biaisé parce que les productions ne sont pas les mêmes, alors que les gens sont aussi intelligents et aussi astucieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a aussi un mode de gestion humain. On rejoint l'intérêt de la gouvernance peut-être médicale, mais il y a quand même des harcèlements extrêmement, des méthodes de harcèlement au sein de la fonction hospitalo-universitaire. Bon, on a tous le nom de Ménien, de Jean-Louis Ménien en mémoire, mais donc il y a aussi une question de relations humaines, et là, ça dépend pas des statuts forcément, et c'est aussi une question peut-être de sélection des gens, mais voilà, donc c'est deux éléments humains, et parce que le statut de PUPH a au moins, à mon sens, un intérêt par rapport à cette gouvernance actuelle, c'est qu'on ne dépend pas du directeur de l'hôpital quand même. En tout cas, on est capable de lui dire les choses autrement qu'en disant oui ou en passant par tous les canons de la gouvernance hospitalière. Voilà. Hervé, une réaction? Merci pour tout ça. Merci, Monsieur Tomaso, pour votre présentation. Je voulais simplement vous dire que, en fait, on est d'accord, hein. Je pense que j'ai du mal m'exprimer par rapport à la T2A, mais j'ai tout à fait conscience que les problématiques hospitalières, notamment dans la qualité de soins, ne dépendent pas uniquement de ce modèle-là. Et il a ses dérives, et je l'ai juste illustré avec un exemple, mais évidemment, il y a d'autres causes qui posent problème à l'hôpital. Et pour rebondir sur effectivement l'attractivité des carrières hospitalières, et notamment des carrières hospitalo-universitaires. Bah, je peux porter mon cas personnel, mais qui est extrêmement fréquent. Je me projetais dans une carrière hospitalo-universitaire, mais je suis partie, entre guillemets, la mort dans l'âme, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne trouvais pas de sens à continuer de travailler dans ces conditions, dans le sens où je n'estimais pas que je faisais tout pour atteindre l'excellence médicale et la qualité du soin. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est clairement, on ne peut pas l'occulter, la problématique humaine, voilà, qui est mesurée ensemble. C'est extrêmement important parce que, en effet, le véritable maillon faible dans une équipe d'hôpital, c'est un maillon faible sur le plan humain, c'est-à-dire toxique. Et quand il y a un maillon faible, entre guillemets, et c'est pas faiblesse de la santé, évidemment que non, c'est plutôt quelqu'un qui est toxique pour son équipe et qui a un pouvoir de nuisance de par sa place dans la hiérarchie, et qui fait qu'il y a un climat toxique global, que ce soit dans le milieu médical, mais aussi dans le milieu paramédical, et qui clairement grève sévèrement l'attractivité hospitalière et favorise l'hémorragie des jeunes médecins vers d'autres secteurs. Alors, le mot hémorragique est peut-être un peu fort, mais ça c'était encore un autre sujet qui est celui des harcèlements et des VSS. Je pense sincèrement que s'il y avait une médicalisation de la gouvernance hospitalière, il y aurait une gestion bien plus clairvoyante de ces problématiques-là. Pour ce que j'en sais dans mon hôpital, où il s'est passé des choses récemment extrêmement graves, je peux le dire, hein, même si ces choses resteront sur Internet, j'étais au courant de certaines choses, mais par crainte pour le fonctionnement de mon service, je n'ai peut-être pas été le lanceur d'alerte que j'aurais dû être, voyez-vous. Et ça, c'est pas pour un problème de statut de PUPH ou autre, c'est simplement que le pouvoir étant détenu par des non-médecins, j'ai eu peur de compromettre ce que je pouvais avoir pour mon service parce que j'étais sous la direction de quelqu'un qui n'était pas un médecin. Je pense que si la gouvernance avait été médicale et partagée, les langues se délieraient plus facilement et nous réglerions entre médecins plus facilement des conflits. Car je partage ce que disait M. Joannet, Hubert, c'est qu'on règle bien les choses entre médecins finalement, on y arrive mieux.
pour ces choses-là, en tout cas, et pour le soin. Voilà. Juste Alors, dernière question courte question, d'Albert-Claude Benamour, réponse courte. plutôt un témoignage d'un ancien PUPH, puisque en l'occurrence, moi je pense que dans ma carrière, j'ai eu plusieurs phases où les trois fonctions m'ont intéressé, c'est-à-dire d'abord devenir un bon opérateur, c'est-à-dire j'étais essentiellement centré sur l'activité au bloc, l'activité de soins, etc. Ensuite, assez rapidement, je suis intéressé à la transmission, mais au bloc, c'est-à-dire à la formation des plus jeunes autour de moi, la formation en tant qu'universitaire publiant, etc. C'était nécessaire pour mener ensemble arriver à l'agrégation, à être capable de. Donc, c'était nécessaire de faire les deux. Ensuite, bien, je pense que la recherche, ça attire. Euh, il y a un micro. Non, t'entends là, hein, t'entends. Ah, bon, ça va lâcher. Ah, ça va lâcher. Voilà, donc l'intégration après dans des équipes de recherche pointues, ça, c'est un peu une autre étape que j'ai ressentie, que j'ai vécue avec mon chef de service de l'époque, Édouard Kieffer, Fabien Koskas, qui avait des programmes de recherche clinique développés à l'intérieur du service. Donc c'est un peu il y a des évolutions et il n'y a pas l'idéal ensemble. C'est peut-être quelque chose que beaucoup de collègues et par ailleurs, je n'ai pas vu que euh, en tant qu'un des responsables du CNU dans ma discipline, l'accès à la fonction de PUPH est quand même très, très attractive. Et il y a beaucoup de candidats et on en recale beaucoup. Donc ça veut dire que c'est pas aussi négatif qu'on voudrait bien le penser. Hervé, un commentaire là-dessus? Oui, je pense que ça dépend des spécialités, ça dépend aussi des endroits, et ça a été dit tout à l'heure, l'axe PLM n'est pas comparable à d'autres axes, hein. Le reste de la France, c'est beaucoup plus compliqué. La notion d'évolutivité des carrières, c'est pour répondre tout à l'heure à la modification des statuts, il faudrait aussi voir cette problématique-là, que les gens puissent évoluer dans leur carrière. Mais ça n'est Oui. possible qu'à condition d'avoir de grosses équipes. Quand vous êtes chef de service seul universitaire, ce qui est le cas actuellement de mon successeur, il n'a pas le choix, c'est-à-dire il est obligé de faire les trois en même temps. Et moi, si je suis encore à ses côtés, à 70 ans, c'est pour l'aider encore. Euh, voilà. Donc oui, oui, ça c'est encore un chantier, c'est l'évolutivité des carrières. Je partage cette notion de dire qu'il faudrait être capable d'évoluer dans sa carrière. C'est aussi vrai d'ailleurs pour les praticiens hospitaliers, mais il faut des grosses équipes pour ça. Et on n'est pas en province sur ces équipes-là, hein. Bien, eh bien, écoute, merci beaucoup.